Bien, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de lecture. Alors, on reprend aujourd'hui notre discussion du problème des universaux. Vous vous souvenez que la deuxième partie de ce cours d'introduction à la métaphysique sera consacrée à la discussion de ce problème, qui est un grand problème en histoire de la philosophie. On ne fait pas ici l'histoire du problème, même si je vous ai, pour vous présenter le problème, mentionné un certain nombre d'auteurs. Je vous ai donné un certain nombre de citations de Platon notamment, puis je vous donnerai quelques autres citations. Notre point, ce n'est pas l'histoire du problème, c'est d'essayer de comprendre quel est le problème et quelles sont les principales réponses, solutions à ce problème. Eh bien, vous allez travailler un peu. Pour commencer, est-ce que certains d'entre vous arrivent à me dire ce que c'est qu'un universel ? Le problème des universaux, s'écharpent les gens qui disent il y a des universaux, d'autres qui disent il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est que ces universaux qui suscitent tant de tensions entre les philosophes? C'est dur après une semaine de lecture. Je crois que c'est une semaine de lecture. C'est quoi un universel, vous vous souvenez? Qu'on peut utiliser partout. C'est pas mal. Ça va dans la bonne direction. Un peu mieux. On ne peut pas vraiment l'utiliser. Enfin, on peut peut-être utiliser certains, mais il y a l'idée de partout. Qu'est-ce qu'on veut dire plus précisément quand on parle d'un universel en métaphysique? La même chose répartie dans plusieurs objets différents. La même chose répartie dans plusieurs objets différents. C'est mieux déjà. On a partout, mais on a la même chose. C'est pas exactement une chose, un universel. Ça appartient à quelle catégorie ontologique? Ouais. C'est une propriété. C'est une propriété, d'accord? Et c'est une propriété qui a cette caractéristique que vous venez de dire, Giacomo, qui est de pouvoir être dans plusieurs objets à la fois. D'accord? Donc c'est la blancheur de votre t-shirt qui est dans tous les t-shirts blancs, le bleu de votre pull qui est dans tous les pulls bleus, etc. D'accord? Donc ceux qui croient dans l'existence des universaux, ils pensent qu'il existe dans le monde, indépendamment de nous, des propriétés. Okay. Ça, c'est la première thèse. Et la deuxième thèse, c'est que ces propriétés, elles sont ce qu'on appelle multiplement exemplifiables. Ça, c'est le terme technique. Je ne sais pas si ça fait chic, mais en tout cas, ça fait compliqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une propriété multiplement exemplifiable? Ça veut dire que vous avez la même propriété, littéralement la même propriété, qui existe dans plusieurs choses à la fois. Pourquoi c'est intéressant d'avoir des universaux? Pourquoi est-ce qu'on croit à ces choses-là maintenant? Pourquoi est-ce que les partisans des universaux pensent qu'il y a des propriétés qui peuvent être dans plusieurs choses à la fois? Giacomo? Peut-être en vertu qu'il y a des choses qui ressemblent entre eux. Très bien. Donc la thèse centrale ce qu'on appelle les réalistes des universaux, quand on pose la question comment ça se fait que ces deux tables se ressemblent, la réponse du réaliste des universaux, ça va être de dire c'est facile. Il y a la même couleur crème dégueulasse, un peu indéfinissable, à la fois entièrement dans celle-là et entièrement dans celle-là. Okay, c'est exactement la même couleur. Il y a la même forme rectangulaire exactement dans celle-là, entièrement dans celle-là, entièrement dans celle-là, le même nombre de pieds, etc. Donc ce qui explique que les choses dans le monde se ressemblent, c'est le fait qu'ils partagent des propriétés. D'accord ? Donc pour le réaliste des universaux, ce qu'on cherche à expliquer, c'est la ressemblance, et on va expliquer la ressemblance en postulant des propriétés qui sont dans plusieurs choses à la fois. Okay. Ça, c'est le réaliste des universaux. C'est le premier camp. Okay. Celui qu'on va voir en dernier, parce que nous, on a commencé par voir la dernière fois l'autre camp, comment s'appellent les adversaires des réalistes? Oui. Les nominalistes. Très bien. Donc les nominalistes, eux, dans ce débat-là, ce sont des philosophes qui pensent qu'il n'y a pas des universaux, qu'il n'y a pas d'universaux. Et le type principal de nominaliste qu'on va étudier aujourd'hui, qu'on appelle le nominalisme de la ressemblance, lui va dire exactement l'inverse. Ce que va dire le nominaliste de la ressemblance, c'est pas que ces deux tables se ressemblent parce qu'elles partagent des propriétés, mais c'est à l'inverse qu'il n'y a pas d'universaux et que si ces deux tables partagent des propriétés, c'est juste parce qu'elles se ressemblent. Donc pour le nominaliste de la ressemblance, ce qu'il y a fondamentalement dans la réalité, c'est des choses qui se ressemblent, des choses particulières qui se ressemblent. Il n'y a pas d'universaux. Okay. On a des choses particulières qui se ressemblent, et ça, on ne va pas l'expliquer plus avant.
Et c'est à la suite de ça qu'on en vient à l'idée qu'il y a des propriétés qui sont dans plusieurs choses à la fois. Okay. Donc, il faut, je répète ça parce que ça ne vient pas forcément tout de suite, mais vous voyez que entre le nominaliste et le réaliste, ici, les deux acceptent l'équivalence suivante. Cette table ressemble à cette table si et seulement si ces deux tables ont toutes leurs propriétés en commun. On va dire cette table ressemble exactement à cette table si et seulement si les deux tables ont toutes leurs propriétés en commun. Si et seulement si, vous vous souvenez, c'est juste, en logique, une double flèche qui va dans les deux sens. D'accord ? Donc ils sont tous d'accord pour dire ressemblance et possession de propriété, ça va ensemble. Okay. En revanche, ils ne sont pas d'accord sur ce qu'on appelle l'ordre de l'explication entre ces deux choses-là. Si vous êtes un réaliste, vous allez dire les choses se ressemblent parce qu'elles partagent des propriétés. Okay. Donc ce qui est fondamental dans la réalité, c'est qu'il y a des propriétés qui sont partagées. Si vous êtes un nominaliste de la ressemblance, vous allez dire les choses partagent des propriétés parce qu'elles se ressemblent. Fondamentalement, ce qu'on a, c'est de la ressemblance dans la réalité. D'accord ? Alors, je vais élaborer un petit peu là-dessus ensuite. J'essaie juste de vous plonger pas trop violemment dans le bain. D'où vient ce débat ? Pourquoi est-ce qu'on accorde tant d'importance à ces choses-là ? Eh bien, une des raisons dans ce débat-là, c'est que, une des raisons qui motive ce débat-là, c'est que pour les nominalistes, ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'universaux ou qu'on peut réduire tout en termes de ressemblance, eh bien les nominalistes, souvent, ils appartiennent à une sensibilité ou un courant philosophique qu'on appelle l'empirisme, qu'on a déjà rencontré plusieurs fois, qui, en très gros, sont des philosophes qui pensent qui croient en leur sens, d'accord, qui pensent que toute connaissance dérive de l'expérience. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, pour les nominalistes, ce qu'on voit, c'est simple, ce sont des particuliers. On n'a jamais vu d'universaux qui sont à la fois dans plusieurs choses. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Eux, ils ne les voient pas, ils ne les entendent pas non plus. Par contre, ils voient des tables, ils voient des chaises, etc. Donc, une des motivations centrales des nominalistes, c'est de dire, nous, on ne veut pas postuler des entités qu'on ne peut pas percevoir. Les universaux, on ne les a jamais vus. Donc, comme on est des empiristes, nous, on s'en tient à des choses particulières. D'accord ? Ça, c'est juste pour vous faire sentir un petit peu l'intérêt de la question ici. Est-ce que, sur ce bref rappel, petite discussion du débat ici, vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires là-dessus ? Ça va pour tout le monde ? Donc, les catégories qui sont importantes ici, c'est la distinction entre, d'une part, les substances et les propriétés. Qu'est-ce que c'est qu'une substance ? C'est la table, c'est les chaises, c'est vous, c'est l'arbre, c'est les pierres, c'est le lac, etc. Et les propriétés qui s'attachent à une substance, vous vous souvenez qu'on dit qu'elles sont exemplifiées par une substance. Les propriétés, c'est être rectangulaire, être grand, avoir des cheveux, etc. Donc ça, c'est la première distinction importante de catégorie entre les substances et les propriétés. C'est une distinction qu'on utilise en métaphysique, mais on l'utilise dans toutes les sciences. Dans toutes les sciences, que ce soit physique, naturelle, juridique, etc., vous vous intéressez aux différentes propriétés d'une certaine chose. Si vous vous intéressez aux émotions, vous dites, caractéristique commune de toutes les émotions, c'est blablabla. Donc ça, c'est des propriétés. Oui. La première partie, c'est la matière. La substance ? Oui. Alors, c'est une bonne question parce que pour Aristote va dire que la substance, elle est forcément définie en termes de matière, mais vous avez un certain nombre de personnes qui peuvent dire aussi qu'il y a des substances qui ne sont pas matérielles. Par exemple, les nombres. Donc si vous prenez un nombre, il a la propriété d'être pair ou impair. Ça, c'est une propriété des nombres. Mais le nombre lui-même, selon certaines théories des nombres, c'est une substance qui peut avoir d'autres propriétés. D'accord ? Donc la question de savoir si toutes les substances sont matérielles est orthogonale à la distinction entre substance et propriété. Certains peuvent dire non, il y a des substances immatérielles, Dieu, les nombres, peut-être les propositions. Ça, ce sont des substances, et puis il y a les propriétés de ces substances. Être tout-puissant, être impair, être doué de sens pour les propositions et ces choses-là. D'accord ? Donc, c'est une position possible, mais ce n'est pas nécessaire si vous admettez la distinction substance-propriété. Giacomo ? Je vais sur une identité numérique, puisque là, si je comprends bien la thèse des réalistes, disons là, en quelque chose de qualitativement identique, on le trouve s'il y a quelque chose de numériquement identique. C'est comme ça, c'est juste. Ouais. Et moi, je me demandais, mais
c'est quoi les limites de l'identité numérique dans cette cas? Puisque là, par exemple, si je prends ces deux tables, je dirais qu'ils ont plus ou moins la même couleur. Mais peut-être il y a une petite gradation que je n'arrive pas à voir avec mes yeux, qui la rend pas identiquement, numériquement identique. Ouais. Je me disais, c'est où les limites de numériquement identique dans les définitions des universalistes? Donc, la question de Giacomo, je reviens juste 2 secondes en arrière pour être sûr que tout le monde ait bien raccroché le wagon, parce que je n'ai pas parlé ici de la distinction numérique qualitative, on en a parlé déjà. Mais vous vous souvenez, donc, ce qu'on appelle l'identité qualitative, c'est 2 choses qui se ressemblent exactement, 2 jumeaux, ils sont qualitativement identiques, mais ils sont numériquement distincts. Il y en a 2. Okay. Et une manière de présenter le problème des universaux, c'est de dire, pour le réalisme des universaux, la raison pour laquelle 2 choses numériquement distinctes sont qualitativement identiques, c'est qu'il y a une troisième entité qui est numériquement identique entre eux, à savoir la propriété, okay, ou toutes les propriétés qu'ils partagent. Okay. Donc, pour le réalisme des universaux, les universaux, ils sont numériquement identiques à travers leurs différentes instances. Donc, c'est numériquement la même couleur qui est là et qui est là. Maintenant, Giacomo vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas exactement la même couleur qui est là? Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas exactement la même forme? Si on change un petit peu ici, ça se trouve, celle-là, elle est rectangulaire, mais elle a un petit poc ici et pas l'autre. Okay. Et bien, ce que va dire en principe le réalisme des universaux, c'est de dire, ben ça va affecter la ressemblance entre les tables. Il va dire, les tables du coup se ressemblent pas exactement, du coup se ressemblent pas exactement, et du coup ici ça veut dire par conséquent. Okay, c'est en vertu du fait que ce soit pas exactement la même propriété qui soit dans cette table et dans cette table, que la ressemblance entre les tables en fait ne soit pas parfaite. Okay. Donc si vous avez une ressemblance parfaite ou exacte, on ne va pas distinguer les deux, ressemblance exacte, c'est que vous avez exactement les mêmes propriétés en commun. Si vous avez une ressemblance inexacte, eh ben vous avez différentes propriétés. Okay. Ici, vous avez blanc-crème teinte numéro 1. Ici, vous avez blanc-crème teinte numéro 2. Okay. Et là, vous n'avez pas une seule et même propriété dans les deux tables. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elles se ressemblent? Il y a plusieurs... là, vous mettez... En fait, c'est une très bonne question, mais qu'ouvre le doigt, qui ouvre une boîte de Pandore. Parce qu'en principe, le réalisme des universaux va vouloir dire si ça se ressemble, c'est qu'il y a une seule propriété en commun. Mais ici, il n'y a plus une seule propriété en commun. Parce qu'on a blanc-crème teinte numéro 1, puis on a blanc-crème teinte numéro 2. Alors, comment il fait pour dire que les deux tables elles se ressemblent néanmoins? Il a 2 solutions. Soit il va dire que il va admettre qu'il y a une ressemblance brute entre propriétés, c'est-à-dire la teinte numéro 1 ressemble à la teinte numéro 2. Vous voyez qu'ici on parle de ressemblance entre propriétés et puis de ressemblance d'objets. On va revenir sur ces distinctions-là plus tard. Soit il va admettre qu'il y a un universel supérieur qui est d'ordre supérieur, qui est avoir une couleur ou être d'une teinte crème, même s'il peut y avoir différentes variétés de teintes crème, je ne sais pas si c'est bien dit, et que c'est cet universel qui est partagé par les deux tables. Okay. Mais en gros, soit vous récupérez un universel qu'on va appeler plus déterminable. Ah, pardon, là j'alourdis de plein de distinctions que je n'ai pas encore introduites, mais là c'est la distinction entre des propriétés. Si vous prenez, qui est importante, sur laquelle on va revenir, c'est être coloré, ça c'est ce qu'on appelle un universel déterminable. Être rouge grenat, être de cette teinte, plus vous descendez cet arbre-là, plus vous allez vers ce qu'on appelle des propriétés déterminées. Okay, vous voyez que vous avez toujours des propriétés dans ce que je suis en train de vous dire. Être coloré, être rouge grenat, avoir cette couleur-là. Tout ça, c'est des propriétés, on ne parle pas de substance ici. Mais vous voyez que dans les propriétés elles-mêmes, vous avez des degrés de détermination. Et donc une manière de comprendre que deux tables se ressemblent inexactement, c'est de dire qu'elles partagent uniquement des propriétés déterminables et pas des propriétés complètement déterminées comme cette teinte précise. Ok, vous m'avez fait faire un détour, c'est de votre faute, comment? Mais ok, alors ça on va revenir sur ces distinctions entre différents déterminables. Mais les 2 distinctions que vous devez avoir en tête maintenant, donc c'est celle que je viens de vous présenter entre les substances et les propriétés. Les substances, elles peuvent être matérielles, mais il peut aussi y avoir des substances immatérielles. On laisse cette question ouverte. Et l'autre distinction, c'est entre les choses qui sont particulières et les choses qui sont universelles. Ce qu'on appelle une chose particulière, c'est une chose qui peut pas être répétée. Donc, il y a Jessica maintenant, elle est particulière, Jessica. Elle ne peut pas être en plusieurs endroits au même moment. Okay. Elle n'est pas multiplement exemplifiable. Donc, on n'en a qu'une et elle est là. Okay. Par contre, moi je suis daltonien, il est de quelle couleur votre pull, Jessica? Bleu. Le bleu du pull de Jessica,
Si le réaliste a raison, ça, c'est pas une chose particulière, parce qu'il peut être dans d'autres pulls, ok, qui sont faits avec la même pelote de laine, ou peu importe. Donc là, il y a une distinction entre particulier et universel. La thèse des réalistes, c'est que les propriétés sont des universaux, elles ne sont pas répétables, elles peuvent être dans plusieurs choses à différents moments, tandis que les particuliers, les substances, pardon, sont des particuliers. Jessica, c'est à la fois une substance et un particulier, elle ne peut pas être exemplifiée par différentes choses au même moment. Est-ce que ça va pour ces deux distinctions? Substance, propriété, particulier, universel. Si vous avez bien ces deux distinctions en main, vous avez les deux des éléments clés pour comprendre le débat qui suit maintenant. Bien. Alors, si on est bon là-dessus, je reviens à mes nominalistes. Oui, allez-y, Maëlle. Vous avez dit que les choses particulières ne peuvent pas être répétées et on a les universaux dedans. Non, les universaux, ils ne sont pas particuliers. Hein. Le contraste universel-particulier, ça, ce sont des opposés. Okay. Donc, ce qui est universel n'est pas particulier, ce qui est particulier n'est pas universel. Ce qui est une substance n'est pas une propriété, ce qui est une propriété n'est pas une substance. Hein. C'est deux oppositions, substance versus propriété, particulier versus universel. Ça va? Bien. Alors, là, je vous ai parlé des universaux, mais on a commencé, nous, par voir une théorie qui était la théorie, une classe de théorie, la théorie nominaliste, qui dit qu'il n'y a pas d'universaux. On a vu différentes versions de nominalistes des prédicats, ceux qui disent avoir une propriété, c'est juste pouvoir être appelé d'une certaine manière ou tomber sous un certain concept. On a vu les problèmes que posaient ces théories-là. Et puis, on a terminé la séance dernière, donc qui remonte à 2 semaines maintenant, sur une autre forme de nominalisme, qu'est-ce qu'on appelle le nominalisme des classes. Le nominalisme des classes, il nous dit la chose suivante. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une propriété? C'est uniquement appartenir à une certaine classe. Okay. Et qu'est-ce qu'on appelle une classe? Une classe, on fait appel ici à la théorie des ensembles. C'est une entité abstraite, mais qui est particulière, qui ne peut pas être répétée, qui est définie simplement par les membres qu'elle contient. Donc nous, ici, on est une classe. On est pas simplement dans le sens classe d'université ou classe d'école, mais on est une classe. Si on prend toutes les personnes qui sont là ensemble, elles forment une classe. Okay. Et qu'est-ce que c'est qui fait qu'une classe est une classe? C'est uniquement les membres qu'on met dedans. Donc si on enlève une seule personne, si on enlève Martin, c'est plus la même classe. Okay. On a une nouvelle classe à ce moment-là. Puis s'il y a quelqu'un qui rentre, on ne peut pas rentrer et sortir d'une classe, la classe change à ce moment-là. La classe est définie par ses membres. Bien. Donc la proposition qu'on a évaluée la dernière fois, c'est de dire qu'est-ce que c'est qu'avoir une propriété? C'est appartenir à une classe. Et cette proposition, elle a au moins au départ une certaine plausibilité. Si on s'est intéressé à la propriété d'être un pangolin, que va dire le nominaliste des classes? Il va dire la propriété d'être un pangolin, c'est facile, ça se réduit au fait d'être membre de cette classe-là. Okay. Donc, pourquoi est-ce que c'est du nominalisme? Parce que dans cette classe, il n'y a que des pangolins qui sont des substances particulières, okay, il n'y a pas des universaux, et par ailleurs, cette classe elle-même, ce n'est pas un universel, c'est juste défini par un ensemble de particuliers. Elle n'est pas répétable, la classe, d'accord? Vous n'avez pas plusieurs instances ou plusieurs exemplifications de la classe de tous les pangolins. Donc c'est du nominalisme, il n'y a que des choses particulières. Avoir la propriété d'être un pangolin, c'est être membre de cette classe. Maintenant, question pour le nominaliste des classes. Oui, mais des classes, on peut en faire autant qu'on veut. Là, j'ai fait la classe de tous les pangolins, mais je peux faire la classe du cervin, d'une queue de pangolin, du chapeau de Napoléon et de Tati Daniel. Ça, c'est une classe absolument correcte, hein, qui contient 4 objets. Mais vous voyez bien que c'est une classe qui ne correspond pas à une propriété. Si vous êtes membre de cette classe-là, ce n'est pas suffisant pour vous pour avoir une nouvelle propriété. Donc le problème fondamental pour le nominalisme, qu'on appelle nominalisme des classes, c'est que ça aboutit à trop de propriétés. À chaque fois que vous groupez des substances d'une certaine manière, vous allez avoir une propriété. Okay. C'est pour ça que ça relève dans la catégorisation que donne Armstrong, David Armstrong, donc je vous ai mis le livre en ligne, qui a un peu cartographié ce débat, de ce qu'il appelle le nominalisme extrême. Alors nous, on s'intéresse maintenant, à partir d'aujourd'hui, à une forme de nominalisme qui va être modéré. Qu'est-ce que c'est que le nominalisme modéré?
Ben, c'est le nominalisme qui va faire appel à l'idée de classe, qui va faire appel à l'idée que avoir une propriété, c'est appartenir à une classe, mais il va dire pas à n'importe quelle classe. Autrement dit, il va dire il y a des classes qui sont sans intérêt. Ça ne suffit pas pour avoir une propriété d'être membre de cette classe-là. Nous, on veut restreindre notre analyse aux bonnes classes. Autrement dit, dorénavant, on va admettre que avoir une propriété, c'est être membre d'une bonne classe. Okay. Et tout le défi pour le nominalisme des classes, ça va être comment est-ce qu'on fait la différence entre les bonnes et les mauvaises classes. D'accord. Et vous avez deux grandes réponses. La première qu'on va voir brièvement, c'est une grande réponse, mais ça va très vite pour la présenter. C'est celle qui dit la différence entre les bonnes et les mauvaises classes, elle est juste primitive. Qu'est-ce qui fait que ça c'est une mauvaise classe et que ça c'est une bonne classe? Rien du tout, c'est juste comme ça. Il y a une différence dans la réalité entre les bons groupements de choses et les mauvais groupements de choses. Okay. Alors, ça n'a pas été une thèse qui a été énormément soutenue. Je crois que je l'ai mise ici, nominalisme des classes primitives. Elle a été soutenue par Quinton. Comment on distingue une bonne et une mauvaise classe? Ben, on ne le fait pas. On admet juste qu'il y a cette distinction-là. Il y a différents problèmes qu'elle pose, mais le problème principal, c'est sans doute qu'elle nous laisse un peu sur notre faim. On a l'impression que si la seule chose qu'on peut dire pour savoir, pour déterminer quels sont les bons et les mauvais groupements de choses, c'est dire bah, celui-là il est bon, ça se voit bien, celui-là il n'est pas bon, ça se voit bien que ce n'est pas un bon groupement, on a besoin d'en savoir un petit peu plus. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez, je passe vite là-dessus, je vous ai laissé optionnel ici, on ne va pas rentrer dans la discussion de ce nominalisme des classes-là. C'est pour ça que la forme de nominalisme qui nous intéresse le plus, c'est qu'a repris une certaine influence grâce au livre de Rodriguez Perea, vous voyez là, qui était à Neuchâtel il y a 2 ans. C'est le nominalisme qui fait appel à la ressemblance. Alors on va essayer de comprendre en quoi consiste ce nominalisme-là, mais vous savez maintenant que ce nominalisme, vous avez tout en main pour comprendre que ce nominalisme, c'est un nominalisme, donc il ne veut pas d'universaux. Il va faire appel à 3 choses. Il va avoir besoin des classes, il va avoir besoin de la ressemblance, et puis évidemment, il va avoir besoin des particuliers, des choses qui tombent dans les différentes classes de ressemblance. Et puis si vous avez ça, pour lui, vous avez tout. Alors, qu'est-ce que c'est que le nominalisme de la ressemblance? Eh bien, le nominalisme de la ressemblance, il nous dit que X a la propriété F, si et seulement si X est membre d'une classe naturelle, autrement dit d'une bonne classe, hein, je vais utiliser classe naturelle pour bonne classe ici, ce qu'on fait souvent. Et qu'est-ce que c'est qu'une classe naturelle? Eh bien, ça, c'est la deuxième partie de la théorie. C'est une classe dont les membres entrent dans certaines relations de ressemblance. Okay. Donc vous voyez que dans la métaphysique, la manière dont le nominaliste de la ressemblance voit le monde, ce qu'il y a dans le monde, c'est des particuliers qui se ressemblent, et puis ça fait qu'ils sont groupés d'une certaine manière. C'est ça la constitution fondamentale du monde. Hein. Vous vous souvenez que la métaphysique, c'est un débat sur la structure fondamentale, c'est une enquête sur la structure fondamentale du monde. Et bien, si vous êtes un nominaliste, vous pensez qu'il n'y a que des choses particulières dans le monde, et que ces choses particulières rentrent dans des relations de ressemblance. Enfin, si vous êtes un nominaliste de la ressemblance. Okay. Vous n'avez pas d'universaux. Les universaux, vous pouvez les réduire à ces structures fondamentales d'objets particuliers qui se ressemblent. Autrement dit, qu'est-ce qui distingue une bonne classe d'une mauvaise classe pour le nominaliste de la ressemblance? Eh bien, que c'est dans une bonne classe, mais pas dans une mauvaise classe, que les membres de la classe se ressemblent. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais j'insiste un petit peu là-dessus. Ça, c'est un biconditionnel. Okay. Vous dites que 2 choses, A et B, partagent certaines propriétés, si et seulement si A et B se ressemblent. Ça, c'est admis par nos réalistes et nos nominalistes. D'accord. C'est juste un biconditionnel. Si ce qui est à gauche, si ce qui est en haut est vrai, ce qui est en bas est vrai. Okay. Et inversement. Donc ça va dans les 2 sens. Le vrai débat, ici, il porte sur l'ordre de l'explication. Si vous êtes un réaliste des universaux, vous allez dire que A et B se ressemblent parce qu'ils partagent certaines propriétés. Donc vous expliquez la ressemblance à l'aide du partage de certaines propriétés, autrement dit à l'aide de l'identité numérique des propriétés.
Tandis que si vous êtes comme Rodriguez Pereira qu'on va étudier maintenant, et les nominalistes de la ressemblance, vous allez dire que A et B partagent certaines propriétés parce qu'ils se ressemblent. Hein. Autrement dit, vous acceptez de parler des propriétés, mais vous dites, en fait, les propriétés, c'est pas ultime. Ce qui est ultime, c'est la ressemblance. Donc, dans notre ontologie fondamentale, on n'a que des particuliers qui se ressemblent. Est-ce que ça va là-dessus, sur biconditionnel, ordre de l'explication? C'est une petite gymnastique que vous devez avoir toujours en tête en philosophie, parce que c'est souvent un des points où les débats sont les plus intéressants, c'est que vous avez deux camps qui admettent un biconditionnel, mais ils n'admettent pas l'ordre de l'explication. Ils ne sont pas d'accord sur l'ordre de l'explication. Autrement dit, ils acceptent que P si et seulement si Q, mais ils ne sont pas d'accord sur P parce que Q ou Q parce que P. Exemple classique en théorie des valeurs, Julie est belle Julie est belle si et seulement si on la trouve jolie. Okay, vous pouvez être d'accord là-dessus. Mais vous avez ceux qui disent Julie est belle parce qu'on la trouve jolie, ça c'est subjectiviste sur les valeurs. Et puis vous avez ceux qui disent on trouve Julie jolie parce qu'elle est belle, et ça c'est des réalistes sur les valeurs. Donc vous voyez que dans les deux cas, vous acceptez une équivalence entre deux choses, mais vous n'êtes pas d'accord sur laquelle est la première, laquelle est la plus fondamentale. Est-ce que ça va là ou je vous ai perdu? Ça va? Ouais. Bien. Alors, le nominaliste de la ressemblance, comme vous l'avez compris, il va s'appuyer sur une relation fondamentale qu'est la ressemblance. Donc évidemment, il faut clarifier un petit peu ce qu'on entend par la ressemblance ici. Vous voyez que par rapport au réaliste, le réaliste, il s'appuie sur une relation qu'on a déjà bien étudiée, c'est l'identité numérique. D'accord ? Il va dire deux choses sont... Il y a la même propriété qui est à la fois dans cette chose et dans cette chose-là. L'identité, je ne vous dirais pas qu'on a complètement compris ce que c'était, parce qu'on a buté sur l'idée qu'il y avait sans doute quelque chose de trop primitif pour être analysé. On l'a saisi sans vraiment pouvoir la définir. Mais en tout cas, c'est ça qu'utilise le réaliste des universaux. Le nominaliste, lui, ce qu'il utilise fondamentalement, c'est la ressemblance. Alors, comment est-ce qu'il conçoit la ressemblance? Première chose, pour le nominaliste de la ressemblance, c'est une relation qui existe dans le monde entre les choses, indépendamment du fait que nous, on trouve les choses ressemblantes ou pas. D'accord ? Donc souvenez-vous que on essaye de comprendre ce qui distingue les bons groupements des mauvais groupements. Pourquoi est-ce que si on met ensemble tous les mammifères, ça marche, mais que si on fait rentrer dedans un poisson, ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que si on met ensemble tous les atomes de carbone, ça marche, mais que si on fait rentrer dedans un livre d'histoire de l'art, ça ne marche pas? Okay, la raison pour laquelle il y a des bons et des mauvais groupements, elle n'a pas à voir, d'après le réalisme de la ressemblance, à notre cognition, à la manière dont nous, on groupe les choses. Il y a des choses dans le monde à découvrir, et quand on découvre que tous les atomes de carbone tombent dans une même classe, eh ben, notre classification épistémologique rencontre la bonne manière dont les choses sont distinguées dans le monde. D'accord ? Donc on peut découvrir qu'il y a des bons et des mauvais groupements, et une partie de l'histoire des sciences est fondée sur ce type de découverte. Donc pour le nominaliste de la ressemblance, c'est important de garder ça en tête, la ressemblance, c'est pas juste, ça nous semble se ressembler. C'est dans la réalité, il y a des choses qui sont ressemblantes. Okay. On n'est pas en train de parler d'épistémologie, mais vraiment de métaphysique. Donc les choses se ressemblent ou non, indépendamment de la manière dont nous, on les voit. Il y a des ressemblances, relations de ressemblance objective. Je crois que je vous ai mis une citation de Rodriguez Pereira ici, que je vous lis. Le fait que la ressemblance soit ontologique et objective signifie que les faits de ressemblance, par exemple que A ressemble à B, sont indépendants de tout système de représentation que les êtres humains ou d'autres personnes capables de comprendre pourraient utiliser. Les faits de ressemblance sont aussi objectifs et ontologiques que le sont les particuliers ayant des propriétés. Les faits de ressemblance sont aussi ontologiques que le sont les faits sur les particuliers ayant des propriétés. En effet, il est reconnu de toutes parts que la ressemblance accompagne nécessairement le partage des propriétés. Ce que fait le nominalisme de la ressemblance, c'est expliquer cet accompagnement nécessaire en disant les particuliers ont les propriétés en vertu de leur ressemblance.
Les particuliers ont leurs propriétés en vertu de leur ressemblance. Ça vous met le doigt sur exactement ce qui est propre au nominalisme de la ressemblance. Donc je vous disais, dans l'ontologie du nominalisme de la ressemblance, il y a des particuliers qui rentrent dans des relations de ressemblance et il y a des classes. Une fois que vous avez ces trois catégories de choses, vous avez l'essentiel de l'ontologie en question. Alors, petit retour sur l'identité. Vous vous souvenez, quand on s'est intéressé à l'identité, on a dit on peut pas l'identité numérique, on ne peut pas la définir, mais on peut au moins la caractériser. Et puis on s'est intéressé à des propriétés logiques. On a dit que l'identité, elle était symétrique. Si A est identique à B, alors B est identique à A. Qu'elle était transitive. Si A est identique à B et B est identique à C, alors A est identique à C. Et qu'elle était réflexive, à savoir que tout objet est identique à lui-même et à lui seul. Okay. Donc ça, ce sont des propriétés logiques des relations. À chaque fois que vous avez une relation, être identique à, ressembler à, être amoureux d'eux, être à gauche d'eux, être plus petit qu'eux, être plus fort qu'eux, tout ce que vous voulez, toutes les relations, vous pouvez vous demander quelles sont leurs propriétés logiques. Et ça fait partie des propriétés que vous pouvez éclaircir rapidement. Alors, exercice maintenant. Est-ce que la ressemblance, pour commencer, elle est réflexive? Vous vous souvenez ce que ça veut dire réflexive? Ok. On part en bas. Est-ce que la ressemblance, elle est réflexive? Autrement dit, est-ce que pour tout objet, il est vrai que cet objet se ressemble lui-même? Oui? Non? C'est toujours un peu bizarre la réflexivité. On a l'impression que c'est un peu factice. Certains disent que ça n'existe pas comme relation, mais a priori, oui. S'il y a une personne à qui ressemble Arnaud, c'est Arnaud. D'accord? Comment? J'ai dit c'est obligé. C'est obligé, exactement. Donc, apparemment, la ressemblance, elle est réflexive. Okay. Est-ce que la ressemblance, elle est symétrique maintenant? On va tout en haut. Donc, est-ce que si Giacomo ressemble à Arnaud, Arnaud ressemble à Giacomo? Ouais, a priori, ça serait assez bizarre de dire Giacomo ressemble à fond à Arnaud, mais pas l'inverse du tout. C'est comme quand vous prenez la distance. Vous ne pouvez pas dire Giacomo est à 3 mètres d'Arnaud, mais Arnaud, lui, il n'est pas à 3 mètres de Giacomo. Et bien que la distance, c'est aussi symétrique. D'accord? Donc ça, c'est des relations qui marchent dans les deux sens. D'accord? Donc on sait que la ressemblance, elle est symétrique et qu'elle est réflexive. Maintenant, est-ce que la ressemblance, elle est transitive? C'est-à-dire, si on dit Giacomo ressemble à Arnaud, Arnaud ressemble à Martin, est-ce que Giacomo ressemble à Martin? Non? Non? Alors, comment? Si? Mais oui, d'après moi, oui. Oui, vous arrivez à dire pourquoi? Parce que si on suppose que A a les mêmes propriétés que B, Ouais. et B a les mêmes propriétés que C, cela signifie que A et C ont les mêmes propriétés. Oui, mais attention dans votre argument, là vous supposez qu'on analyse la ressemblance en termes de partager les mêmes propriétés. Ok? Mais là on est avec le nominaliste de la ressemblance, lui il n'utilise pas ce jargon-là. Il pense qu'on peut au contraire prendre la ressemblance pour primitive et qu'on va pouvoir analyser la ressemblance en termes... exactement, qu'on va pouvoir analyser les propriétés en termes de ressemblance, je veux dire. D'accord? Donc là vous avez supposé que se ressembler c'est partager des propriétés, puis à ce moment-là, effectivement, s'il y a une propriété qui est dans... enfin, même ça, à vrai dire, c'est pas vrai. J'arrive tout de suite. Parce que c'est pas forcément les mêmes propriétés. Donc, supposez que Giacomo ressemble à Arnaud parce que les deux ont des lunettes. Okay. Donc ça fait qu'ils se ressemblent. Merci Giacomo. Et puis que Arnaud ressemble à Martin parce que les deux ont un sweat à capuche. Okay. Donc vous avez... Là, j'ai fait comme vous, on a compris la ressemblance en termes de partage de propriétés. Les deux propriétés qu'on a considérées, c'est avoir des lunettes et avoir un sweat à capuche. Okay. C'est vrai que Giacomo ressemble à Martin. C'est vrai que Giacomo ressemble à Arnaud, c'est vrai qu'Arnaud ressemble à Martin. Mais c'est pas vrai qu'ici, on a une propriété qui est telle qui fait que Giacomo ressemble à Martin. Okay. Parce que Martin, il n'a pas de lunettes, et puis Giacomo, il n'a pas de sweat à capuche. Vous voyez l'idée? Allez-y. Oui, il y a quand même une certaine... il y a un vice de forme parce que si je veux comparer, si je veux faire
ce discours-là, il faudrait que je me base sur la même propriété. Exactement, exactement. Là, le jeu là, a été de changer de propriété. Mais vous voyez bien que pour quelqu'un qui s'appuie sur la ressemblance, ça va être un des grands problèmes pour le nominalisme de la ressemblance. Il va avoir très souvent envie de dire Giacomo ressemble à Arnaud sous un certain aspect, sous l'aspect d'avoir des lunettes. Mais il n'a pas le droit de le dire ça, parce que le nominalisme de la ressemblance, pour lui, il n'y a pas d'aspect, il y a juste des particuliers qui se ressemblent. S'il parle d'aspect de ressemblance, il réintroduit les propriétés par la porte de derrière, il ne veut pas le faire. D'accord ? Donc ça va être un des gros problèmes pour le nominalisme de la ressemblance, d'éviter ça. Je prends dans l'ordre. Vous aviez une question ? Moi aussi, j'étais dans le changement de propriété. Alors, très bien. Donc, je vais faire quelques points ensuite sur le changement de propriété et comment est-ce qu'on localise la source de la ressemblance ici. Hein. Mais ça va être une grande source de problème pour le nominalisme de la ressemblance. On va voir dans les constructions des classes de ressemblance. Giacomo. Justement, là, puisque c'est on nominalise la ressemblance identique, on l'entend que comme qualitativement, pas numériquement. Alors là, identique, lui, il n'en parle pas là. Hein. Ah oui, le nominalisme de la ressemblance, il a que l'identité numérique. Et par identité qualitative, il veut juste dire qu'ils se ressemblent exactement. Justement, je me demandais avec la transitivité, ce que je disais, ça serait si on parle d'une identité qualitative, mais si c'est une identité numérique. Non, mais ici, il y a identité, parce que c'est vous, Giacomo, qui m'avez demandé de revenir à la diapo d'identité. Mais en fait, quand on parle d'identité, ici, quand on parle de transitivité, il faut dire ressemblance ici. Hein. Si A ressemble à B et B ressemble à C. Donc je reviens à ma diapo. Désolé. Ok, donc si on parle de la ressemblance maintenant, et on veut comprendre si la ressemblance est symétrique, oui. Est-ce qu'elle est réflexive? Oui, chaque chose se ressemble à elle-même. Est-ce qu'elle est transitive? Et là, c'est un peu compliqué. Alors, il y a une distinction dont on va avoir besoin. C'est la distinction entre la ressemblance exacte et la ressemblance inexacte. Là, vous avez deux montres qui se ressemblent exactement à gauche, et puis à droite, vous avez deux montres qui se ressemblent inexactement. D'accord ? Ça, c'est une distinction importante, parce que pour la ressemblance exacte, on la maîtrise bien mieux. Pourquoi est-ce qu'on la maîtrise bien mieux ? Pour la raison que, comme toutes les formes de ressemblance, elle est symétrique et réflexive, mais elle va être aussi transitive. Okay ? Si vous avez cette montre qui ressemble exactement à celle-là, puis celle-là qui ressemble exactement à une troisième que je n'ai pas mis là, la troisième, elle ressemblera exactement à la première. Donc la ressemblance exacte, c'est-à-dire la ressemblance en tout point exactement, vous avez des copies parfaites, ça va être transitif. Okay ? Donc si Giacomo a un jumeau, il lui ressemble exactement. Si le jumeau de Giacomo a lui-même un jumeau, et ben Giacomo il ressemble au jumeau du jumeau de Giacomo. Ça, il n'y a pas d'échappatoire. D'accord ? Par contre, pour la ressemblance inexacte, elle est symétrique, elle est réflexive, on se ressemble inexactement à nous-mêmes, qui peut le plus, peut le moins. Si on se ressemble exactement, on se ressemble a fortiori inexactement. Elle est aussi, ça c'est réflexive, elle est symétrique. Si je ressemble à Claire inexactement, Claire me ressemble inexactement, mais elle n'est pas transitive. Et ça va être ce qui va être la source des problèmes. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas transitive ? Je vous ai fait un joli petit schéma. On part de notre jolie montre locloise de départ. On a une ressemblance de 1 degré n par rapport à la première montre. On va vers une autre montre ici qui ressemble. Chaque fois, on a des degrés de ressemblance qui vont vers la droite. Okay ? Ça ressemble toujours. Hein, vous voyez qu'on voyage petit à petit. Ça ressemble toujours. Ça ressemble toujours. À chaque fois, ça ressemble. J'ai fait un pas à chaque fois où ce qu'il y a à droite ressemble juste à ce qu'il y a à gauche. Pardon, je vous mets tout comme ça, on a tout sous les yeux, je n'ai pas fait apparaître dans le bon ordre. Okay ? Donc, l'idée ici, c'est qu'on a de la ressemblance inexacte. Ce qui est ici ressemble inexactement à ce qui est là ressemble inexactement à ce qui est là, etc. Hein ? À chaque fois, on admet que c'est le même degré de ressemblance inexacte. Hein ? Ça se ressemble à peu près, ça se ressemble à peu près, ces deux choses se ressemblent à peu près, etc. Okay ? Mais maintenant, donc, disons que c'est un degré n de ressemblance à chaque fois. Vous voyez que la ressemblance entre notre montre de départ et puis notre assiette carrée d'arrivée, elle est très faible. Okay ? C'est une ressemblance, si ça on admet que c'est à chaque fois un seul degré de ressemblance, ici on a un degré de ressemblance qui est n plus 5. Ce n'est pas le même degré de ressemblance. Ça vous montre que la ressemblance, elle n'est pas transitive. Okay ? Si elle était transitive, il faudrait que la montre ressemble à cette assiette-là, exactement au même degré qu'elle ressemble à la première montre ici. Alors manifestement, ce n'est pas le cas. Et pourquoi ça va être important ?
Parce que vous voyez d'emblée un problème que va rencontrer le nominaliste de la ressemblance quand il veut construire des classes de choses basées sur la ressemblance, c'est que ces classes, elles vont rapidement exploser. Vous vous souvenez qu'on cherche à distinguer les bonnes des mauvaises classes. On cherche, autrement dit, à éliminer la classe où il y a Tati Daniel et le chapeau de Napoléon. Okay. L'espoir du nominalisme de la ressemblance, c'est de dire, grâce à la ressemblance, je vais pouvoir contraindre mes classes. Je vais faire en sorte que mes classes, elles n'éclatent pas dans tous les sens et qu'elles restent centrées sur une propriété. Mais juste avec ce petit schéma-là, vous voyez le défi que ça représente, parce que vous pouvez continuer ici, juste en voyageant de ressemblance à ressemblance, aller vers une assiette grise, aller gris vers un âne gris ensuite, et puis à l'arrivée, vous vous retrouvez dans votre classe de ressemblance à pouvoir relier à peu près tout et n'importe quoi. Hein. La ressemblance, c'est finalement une relation qui est très lâche, qui va nous permettre de faire entrer dans nos classes beaucoup de choses. Donc le grand défi pour le nominaliste de la ressemblance, ça va être de contraindre les classes en dépit du fait que la ressemblance inexacte a tendance à exploser. Okay, comment est-ce qu'on va pouvoir garder nos classes groupées suffisamment? Alors, une solution, ce serait de dire, on ne va pas utiliser la ressemblance inexacte, on va juste garder la ressemblance exacte. Okay. Ça, effectivement, vous pouvez dire, qu'est-ce que c'est qu'être une balle de tennis jaune? C'est juste être un membre de la classe de toutes ces choses qui se ressemblent exactement. Okay. Donc là, vous avez défini une propriété qui n'est pas essentielle, mais enfin qui n'est pas rien non plus, la propriété d'être une balle de tennis jaune. Okay. Et ça, vous pouvez le faire juste avec la relation de ressemblance exacte, qui ne va pas risquer d'avoir des classes qui explosent. Parce que vous souvenez-vous, la ressemblance exacte, elle est transitive. Donc vous ne pouvez pas partir de, si ça ressemble exactement à ça, ça ressemble exactement à ça, vous n'allez pas vous terminer ici avec, je ne sais pas quoi, une pièce montée. Okay, vous restez toujours avec la ressemblance exacte avec des balles de tennis. Alors ça marche si on a la ressemblance exacte et ça nous permet de définir un certain nombre de propriétés. Mais le problème, c'est que ça permet simplement de définir un nombre très restreint de propriétés. Autrement dit, des universaux qu'on appelle parfois les universaux de sorte, les universaux substantiels, être une balle de tennis, peut-être être un être humain qui a exactement ces caractéristiques-là. Mais il y a tout un tas d'autres sortes de propriétés qui ne peuvent être comprises que si l'on fait appel à la ressemblance inexacte. Regardez la propriété d'être sphérique. Okay, pour comprendre la propriété d'être sphérique, c'est important cette propriété, vous devez bien inclure dans votre classe de ressemblance la balle de tennis, mais aussi une boule de bowling, une bille, un ballon de basket, la Terre, etc. Qu'est-ce que c'est qu'être sphérique, pour un nominaliste de la ressemblance? C'est être membre de la classe de toutes ces choses qui se trouvent être sphériques, d'accord? Et vous voyez qu'ici, c'est plus de la relation, c'est plus de la ressemblance exacte que vous avez là, hein, parce qu'évidemment, il n'y a aucune des choses qui sont là qui se ressemblent exactement. Oui. J'ai vu un truc, ça me turlupine un tout petit peu, mais ça n'a rien à voir avec la métaphysique. La planète, elle n'est pas sphérique, monsieur. C'est un géoïde, elle a un péco d'un côté, oui, alors ça, de l'autre. Ça rejoint le point de... le point que vous faisiez tout à l'heure sur les propriétés déterminables. Hein. Donc, rien n'est parfaitement sphérique là-dedans. Même pas la bille, elle est parfaitement sphérique. Donc, si on veut définir une propriété très spécifique, ça va être assez difficile de mettre le doigt sur des choses qui exemplifient exactement cette propriété. Okay. Ça, c'est ce qu'a conduit un réaliste comme Platon à dire que les propriétés, elles n'étaient jamais à strictement parler exemplifiées, c'est plutôt des modèles qui existent dans le ciel des idées. Il y a la sphéricité parfaite qui existe dans le ciel des idées, et puis tout ce qu'on a, nous, sur la Terre, c'est des pâles copies de la sphéricité parfaite. Alors, on va mettre ce problème entre parenthèses, même si c'est un vrai problème pour le nominaliste, de dire comment est-ce qu'on peut définir être rond parfaitement. Pour lui, il faudrait inclure que les choses parfaitement rondes ou sphériques, et il n'y en a quasiment pas. Okay, peut-être des figures géométriques, mais elles sont pas, on ne peut pas vraiment les rencontrer dans le monde. Alors, on met ce problème de côté, même si c'est un vrai problème, pour nous concentrer sur l'autre aspect qui est plus directement pertinent ici, qui est l'aspect suivant, sur lequel je suis en train d'essayer l'élément suivant sur lequel je suis en train d'essayer d'insister, qui est que pour définir une propriété comme être sphérique, vous ne pouvez pas vous appuyer que sur la ressemblance exacte. Vous devez vous appuyer sur la ressemblance inexacte. Plein de choses vous devez inclure toutes les choses sphériques, et les choses sphériques, elles ne vont pas seulement avoir la propriété d'être sphériques, elles vont aussi avoir la propriété d'être en bois, en n'importe quoi, hein, d'avoir différentes fonctions, tout ce que vous voulez.
Ça, c'est la propriété d'être jaune. Enfin, je n'ai pas inclus toutes les choses qui sont jaunes, mais si vous voulez définir être jaune, pour un nominaliste de la ressemblance, vous allez dire, qu'est-ce que c'est qu'être jaune? C'est être membre de cette grande classe qui inclut toutes les choses jaunes. Mais vous voyez que toutes les choses jaunes, elles ne se ressemblent pas parfaitement. Hein. Elles sont même des fois très loin de se ressembler entre le poussin et le coucher de soleil. Vous n'avez pas une ressemblance très forte. Et pourtant, c'est ça être jaune. C'est être membre de la classe de toutes les choses jaunes. Conclusion, pour définir certaines propriétés, être sphérique, être jaune et beaucoup d'autres, on va devoir faire appel à la ressemblance inexacte. Mais si on fait appel à la ressemblance inexacte, ben, on retombe avec notre problème de savoir comment on va éviter que nos classes explosent, qu'on intègre dans nos classes de ressemblance des choses qu'on ne veut pas. Donc vous pouvez penser à ça comme à un jeu. Vous pouvez penser au nominaliste comme un gardien de boîte de nuit qui cherche à faire rentrer que les gens qui ont le droit de rentrer dans la classe. D'accord ? Donc il y a Giacomo qui veut rentrer à chaque fois dans la classe des choses jaunes, puis on dit non, pas toi Giacomo. Mais pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas rentrer Giacomo dans la classe des choses jaunes? Parce que Giacomo, il va pouvoir dire, ouais, mais je ressemble un petit peu au poussin quand même, je ressemble aussi un peu au coucher de soleil, allez, est-ce que je peux rentrer? Et nous, on ne veut pas qu'il rentre, d'accord? Et ça, c'est le défi du nominaliste, de laisser Giacomo dehors. Beau projet de nominaliste. Bien, et ça, c'est le défi qui va l'intéresser quand on cherche à construire une classe de ressemblance. Ce qu'on va commencer à faire après une courte pause, on se retrouve à 14.